Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Daniel Haïk, journaliste, auteur d'un livre de témoignages et d'analyses sur les massacres du 7 octobre intitulé Samedi rouge. C'est un livre que viennent de publier les éditions de l'Archipel en collaboration avec I24, dont vous êtes l'analyste politique. Bonjour Daniel Haïk. Bonjour Antoine. Alors, vous étiez en France, on va commencer par là. Vous étiez en France il y a quelques jours, donc ces derniers jours, pour la promotion du livre. Comment est-ce que vous avez apprécié le contraste entre la façon dont les événements sont perçus ici, en Israël, là-bas où vous êtes, et en France? Je dirais que c'est assez complexe comme sentiment parce que je connais bien la communauté, je pense connaître bien la communauté juive de France depuis de nombreuses années. Et cette communauté, elle a réagi à l'unisson d'Israël pendant un an. Elle s'est mobilisée de multiples manières. On l'a vu le soir du grand rassemblement organisé par le CRIF au Dôme de Paris. Il y a eu de multiples occasions de se manifester, des comités qui se sont créés dans de multiples domaines, et effectivement, on peut dire une mobilisation assez impressionnante, assez exceptionnelle. Je ne pense pas me rappeler, depuis 45 ans que je vis en Israël, d'une telle mobilisation avec l'État d'Israël, et donc de cette fusion, on va dire, entre Israël et la communauté juive de France, par extension le judaïsme de diaspora, mais en même temps, il y a tout de même un décalage. Il y a tout de même un décalage. Même si cette soirée du Dôme de Paris ressemblait à celle qui s'est déroulée au Parc Ayarkon le même soir, avec des artistes, des chanteurs, beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Il y a tout de même, je dirais qu'il y a quand même une nuance. Il y a je ne dirais pas que les Juifs de France ne sont pas connectés, ils sont connectés avec Israël, mais il y a tout de même une nuance que définirais comme, comme étant pas seulement la, le, la différence géographique, hein, mais peut-être quelque part une forme de compréhension, de prise de conscience exactement de ce qui se passe dans la réalité israélienne. C'est encore plus profond lorsque l'on est en Israël, c'est encore plus prégnant que lorsque l'on est en Israël. Et j'ai le sentiment que malgré tout, je vais vous donner un exemple, il y avait beaucoup d'applaudimètres, on était plutôt dans la dimension de l'applaudimètre durant cette soirée du CRIF. On applaudissait tous les artistes, journalistes, ministres ou hommes politiques ou femmes politiques qui ont soutenu Israël pendant cette année, ont hué ceux qui ne l'ont pas fait. Il y en avait quelques-uns. Et je dirais, c'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose qui m'a un petit peu gêné. Vous voyez, c'est-à-dire, c'était un petit peu réducteur par rapport à l'événement qu'a été le 7 octobre dans la perception israélienne. Il y a une nuance, mais que cela ne soit pas considéré comme une sorte de reproche, je considère que ça fait partie du décalage qui existe, qui a toujours existé, qui existe entre ce qui se passe lorsque l'on est à Paris ou lorsque l'on est à Voilà, Jérusalem. ça c'est pour la communauté juive, mais par rapport aux médias, que vous avez donc donné pas mal d'interviews à Ah, Paris, la riposte israélienne provoque souvent en Occident une sorte de réprobation indignée, mais on le voit aussi beaucoup dans la classe médiatique, tandis qu'en Israël, elle apparaît, cette riposte, comme la seule voie possible. Là, il y a vraiment quelque chose qui alors est assez étonnant, qui est assez si on parle étonnant. des médias, il y a un véritable décalage. Bien entendu, là aussi, on ne fait pas des généralités. Il y a des nuances. Hein, il y a des médias qui comprennent beaucoup mieux cette réalité, qui s'identifient même parfois avec cette réalité. Et il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais lorsque j'explique, on me parle des 40 000 morts à Gaza, j'explique que ce sont des données qui sont du ministère du Hamas et qu'on ne peut pas, qu'on s'est trop habitué pendant cette année à prendre comme argent comptant les données du Hamas et à remettre en cause quasiment systématiquement tout ce que le porte-parole de l'armée israélienne disait, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans ce genre de comportement. C'est-à-dire, on ne peut pas remettre systématiquement en cause ce que fait ou ce que dit une démocratie libérale comme celle d'Israël et et prendre comme argent comptant ce que dit une organisation terroriste qui a commis ce massacre et qui est bien entendu intéressée à gonfler les données, à ne pas faire de différence entre les terroristes et les civils, bien, et donc il y a là
au moins sur ce point, par exemple, une totale incompréhension. Et je peux parler, et là aussi j'ai insisté là-dessus, parce que c'est aussi un des points sur lequel effectivement il y a un décalage énorme, et je crois que c'est difficile même d'expliquer. C'est que on resserre depuis le 7 octobre l'hypothèse ou la solution à deux États. C'est devenu, on va dire, le sésame magique qui devrait permettre le règlement du conflit israélo-palestinien pour beaucoup de démocraties occidentales, alors qu'en Israël, alors qu'on ne comprend pas que en Israël, il n'en est pas question. Personne ne comprend vraiment comment on peut arriver du 7 octobre, des massacres du 7 octobre avec le Hamas, à la création d'un État palestinien, en sachant une petite donnée, Antoine, accessoire, qui est celle des sondeurs palestiniens eux-mêmes, Shkaki en particulier, qui a un institut de sondage, je ne me rappelle plus son prénom maintenant, mais qui a un institut de sondage qui dit que 3/4 des Palestiniens de Cisjordanie, eh bien, aujourd'hui, soutiendraient le Hamas et cautionnent ce qui s'est passé le 7 octobre, que jusqu'à ce jour, il n'y a pas un dirigeant palestinien qui a condamné ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc là, ces données-là, elles sont balayées, on n'en parle pas, on parle de deux États, et parfois ça donne le sentiment d'être totalement dans une illusion bisounours que j'ai du mal à comprendre quand je vis en Israël, quoi. Ou un aveuglement peut-être en partie idéologique aussi Ouais. derrière tout cela. Bon, avant de venir au livre, on va dire un petit mot quand même de la situation globale actuellement, du conflit en cours. Bon, il y a la situation à Gaza, il y a la guerre avec le Hezbollah. Il y a l'idée de dire aussi que par rapport au Hezbollah, on a le sentiment qu'il y a eu un changement de braquet, j'allais dire, que on parlait de scénarios, de conflits, de confrontations qui allaient entraîner beaucoup de victimes, enfin qui allaient être terribles. Or, il semble que la stratégie israélienne jusqu'à présent, de surprise, a porté ses fruits, on va dire, et a permis d'amoindrir beaucoup les forces du Hezbollah sans qu'il y ait trop, disons, de dégâts. Est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui en Israël un changement de stratégie, un changement de rythme dans ce conflit? Je dirais plutôt que ce qui est frappant, et c'est moi en tant qu'observateur de la réalité, je ne suis pas un expert sécuritaire, mais en tant qu'observateur, ce qui est frappant, c'est le contraste entre ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, les découvertes stupéfiantes au niveau sécuritaire que l'on a fait que l'armée israélienne a fait dans la bande de Gaza, et ce qui se passe avec le Hezbollah. C'est-à-dire que l'armée, visiblement, n'était pas à négliger totalement le paramètre Hamas. C'est-à-dire, elle a, et je me souviens moi-même avoir répercuté ce genre de message avant le 7 octobre. Le Hamas, ce n'est pas important. Le Hamas ne représente aucun danger existentiel pour l'État d'Israël. Par contre, le Hezbollah, oui, parce que le Hezbollah est armé par l'Iran, parce que le Hezbollah reçoit $1 milliard par an de financement, et le Hezbollah, oui, représente. Et il y avait donc, comme s'il y avait une marge, un fossé entre l'investissement en termes sécuritaires, en termes de renseignements militaires, en termes de renseignements du Shin Bet, puisque vous savez, dans la bande de Gaza, eh bien le Mossad n'a pas pied en général. Eh bien, il y avait une différence d'investissement dans ces services de renseignement entre la bande de Gaza au sud et le Hezbollah au nord. On a vu comment dans le Hezbollah au nord, avec les prouesses du Mossad israélien, avec les prouesses de l'armée de l'air israélienne, eh bien, on est arrivé à remonter une force de dissuasion qui était mal en point. Et quelque part, et je dis, là, il y a un véritable contraste. Et moi, je me prends à répéter régulièrement, avec un peu de colère, en tant qu'Israélien, on nous a menti, on nous a dupés sur le Hamas. On croyait que le Hamas, c'était une punaise à écraser d'un pouce, et ce n'était pas ça. C'était un réseau de 700 kilomètres de tunnels. Personne ou presque personne n'a parlé. On n'était pas du tout au courant, ou pas On a suffisamment. souvent mis en avant la fameuse Conceptia pour Voilà, expliquer c'est cet l'une aveuglement des du parties de la système. conception. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que les enquêtes et l'histoire aussi vont dégager clairement des responsabilités dans cette affaire, ou est-ce que ça sera considéré comme un aveuglement systémique, on va dire? Alors d'abord, là, je reprends ma casquette d'analyse politique pour vous dire que il va être extrêmement difficile d'envisager la création d'une commission d'enquête.
pour la simple et bonne raison que vous vous souvenez, personne n'a oublié que la réforme judiciaire, la crise aiguë au sein de la société israélienne autour de la réforme judiciaire, eh bien, elle portait donc sur la responsabilité de la Cour suprême, sur la volonté de la Cour suprême d'empiéter sur les pouvoirs de l'exécutif et du législatif. Et donc, quelque part aujourd'hui, lorsque l'on sait que la loi oblige, eh bien, donc le président de la Cour suprême aujourd'hui à désigner un autre membre de la Cour suprême, un ancien membre de la Cour suprême pour la présidence d'une commission d'enquête, hein, comme c'était le cas par exemple pour la commission à Granat à l'époque de la guerre de Kippour, hein, comme c'était le cas pour la commission, si je ne m'abuse, Lévin au moment de Sabra et Shatila. C'est le président de la Cour suprême qui doit désigner celui qui va présider la commission d'enquête nationale. Or, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le président de la Cour suprême, il est catalogué, il s'appelle Yitzhak Amit, il est catalogué comme étant un libéral qui est un anti-réforme judiciaire, donc un anti-gouvernement, il l'a dit, et il s'est tellement engagé de ce côté-là, qu'il n'est plus impartial. Et donc, alors, peut-être qu'on ne peut pas trouver quelqu'un d'impartial finalement aujourd'hui en Israël, c'est ça le problème. Aujourd'hui, sur la réforme, l'impact du débat autour de la justice israélienne est tel qu'on ne trouve pas, on risque d'avoir beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un qui soit suffisamment impartial pour faire consensus et pouvoir gérer les affaires. Et là, je ne parle pas encore de l'armée qui a aussi ses propres intérêts, etc. Alors, on va revenir à votre livre qui rassemble donc des témoignages, mais qui propose aussi, on va s'intéresser surtout à cela, des analyses, une analyse en particulier des mutations qui sont en cours en ce moment, par rapport précisément à ce dont vous venez de parler, de ces divisions, dans la société israélienne. Qu'est-ce que vous diriez qui se passe en profondeur, Daniel Haïk? Il se passe un phénomène que moi j'analyse depuis presque 20 ans, qui est ce que moi j'appelle un retour à l'identité juive traditionnelle, qui est imposée non pas par le dialogue, on va dire, entre différents courants de la société israélienne, mais par les ennemis d'Israël. C'est-à-dire que les ennemis d'Israël, le Hamas sunnite, le Hezbollah chiite, sont en train de ramener peu à peu, et parfois dans la douleur, et souvent dans la douleur, les Israéliens, ces Israéliens qui voulaient être laïcisés, comme le souhaitait Ben Gurion, avec, vous savez, cet État d'Israël normalisé, avec ses prostituées et ses voleurs, comme il le disait à l'époque, un État d'Israël normalisé, mais qui serait totalement laïcisé, qui aurait, bien entendu, on va dire une base juive, mais l'identité juive ne serait pas dominante. La véritable identité serait une nouvelle identité israélienne. Je mentionne toujours Aleph Bet Yoshua qui disait lors d'une interview, il disait, mais moi je suis israélien, mon identité en tant qu'israélien, elle est beaucoup plus pleine et entière que mon identité de juif. Juif, je suis juif en diaspora. Juif, c'est mon identité de diaspora. Mais israélien, c'est mon identité de retour sur notre terre. Et je dis oui, mais qu'est-ce que l'on met comme identité israélienne? Alors il me dit, on met la culture israélienne, les arts israéliens, la littérature israélienne. Tout cela, c'était le rêve des pères fondateurs du sionisme moderne. Il faut leur reconnaître. Et là, Peut-être parenthèse sur Ben Gurion, parce qu'on a eu récemment une intervention de Pierre Lursa qui a écrit, qui a traduit donc un article de Ben Gurion sur le messianisme. On avait l'impression qu'il avait quand même gardé le fait qu'il y avait une caractéristique et une spécificité du peuple juif revenu sur sa terre malgré tout, malgré la laïcité. Mais quelque part, Ben Gurion, était convaincu quand il fait dans son dialogue avec les orthodoxes, avec le Chazon Ish par exemple, le Rav Karlitz, le Rav Yeshayahu Karlitz, il fait un dialogue avec lui, un peu un dialogue de sourds. Il y a dans la perception des pères fondateurs quelque part le sentiment que le judaïsme orthodoxe, même si on lui confie le soin de raviver la flamme éteinte pendant la Shoah, ça ne va pas tenir très longtemps. Moi, je raconte souvent pour l'anecdote, Antoine, une histoire du grand rabbin Shlomo Amar, qui est des grands rabbins d'Israël, qui est venu du Maroc, de Casablanca, à la fin des années 50, et qui était très brillant dans une yeshiva. Il est devenu à 20 ans rabbin.
dans une localité dont on parle beaucoup, c'est Shlomi dans le nord, c'est à côté d'un kibbutz qui s'appelle Hanita, qui est un kibbutz ultra laïque. Il raconte qu'il prend un taxi pour aller dans le nord, il a 20 ans, et un kibbutznik de Hanita lui dit « Mais pourquoi tu es habillé comme ça, avec ce chapeau, cette barbe et tout ça ?» Alors il dit « Mais voilà, je suis rabbin, je vais être rabbin et tout ça, j'étudie dans une yeshiva. » Il dit « Mais le kibbutznik, il dit « Mais ça, c'est terminé, ça, rabbin, c'est fini. Maintenant, on va créer un État, on n'a plus besoin de tout ça. » Alors c'est vrai que c'est un petit peu schématisé, mais il y avait dans la perception, et vous connaissez, il y avait Yaakov Razan qui était un des leaders du MAPAM, hein, la branche plus à gauche du MAPA historique israélien, qui disait, qui à 95 ans, après avoir vu les changements, le glissement, on va dire, de la population, du rêve un peu utopique, donc de la laïcisation de l'État d'Israël vers on va dire plus d'éléments religieux. Il disait à propos des laïcs, il disait on a voulu faire de vous des apikoros, des épicuriens, c'est-à-dire des gens qui savent, qui connaissent la tradition, mais qui ne la pratiquent pas. Mais on a fait de vous, en fait, on s'est trompé, on a fait de vous, et c'est le résultat peut-être de l'éducation laïque généraliste en Israël. On a fait des ignares, des gens qui ne savent même pas ce qu'est le schéma Israël pour schématiser la chose. Et donc quelque part, il y a eu une volonté des pères fondateurs. Et en fait, ce sont les ennemis. Au début, ce sont les armées régulières, les Égyptiens, les Syriens, qui, avec la guerre des 6 jours, ont permis la conquête de Jérusalem, ont créé le premier réveil identitaire spirituel qui a surtout touché les Juifs de France, comme vous le savez, Antoine. La véritable Aliyah de France, elle a commencé après 68, avec des gens comme Manitou, comme Beno Gross, comme le professeur Neher. C'était une Aliyah spirituelle, on va dire, d'identité juive très prononcée. Et à chaque fois, par la suite, il y a eu des réveils identitaires. En 73, il y a eu un réveil identitaire qui a été le premier mouvement de Chazara B'Tshuva, de retour vers la pratique religieuse, qui était consécutif à l'échec, au drame, au traumatisme de la guerre de Kippour. Et il y en a eu d'autres. Ari Shavit, qui est un très célèbre éditorialiste anciennement du Haaretz, en 2006, après que la seconde guerre du Liban ait été déclenchée, quelques semaines après justement la capture de Gilad Shalit dans la bande de Gaza. Gilad Shalit capture le 25 juin 2006. Le 12 juillet 2006, le Hezbollah capture 2 réservistes, Eldad Regev et Ehud Golbasser, à l'intérieur du territoire israélien, le long de la frontière israélo-libanaise. Bien, il dit mais comment c'est possible? On nous a accusés, on nous a dit, nous sommes les occupants. Nous nous sommes retirés unilatéralement de 2 terres que nous avions conquis. Le Sud-Liban en 2000, la bande de Gaza en 2005. Et c'est précisément de là que le Hamas sunnite et le Hezbollah chiite, qui ont dans leur charte la destruction de l'État d'Israël, viennent nous chercher. Donc le problème, il n'est pas territorial. Le problème, il est beaucoup plus religieux qu'on ne le croit. C'est une des conclusions. C'est la conclusion à laquelle je parviens. Vous introduisez le terme de religieux, mais on pourrait dire, ou de retour à l'identité juive, mais disons que, puisque vous avez cité Manitou, on peut aussi imaginer qu'il y ait une mutation de cette identité juive elle-même, qui ne soit pas un retour à l'identité juive, mais qui soit une mutation d'identité vers ce qu'on appelle l'hébraïté. Oui, bien sûr. Alors, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans le rapport qu'on peut avoir à la notion de religion, dont on peut dire qu'elle est peut-être une notion elle-même issue de la galoute. Comment vous voyez les contours de cette nouvelle identité en formation, finalement, d'abord, dans ce mélange? Je la vois à travers un symbole, j'en parle dans le livre, je la vois à travers un symbole qui est toujours très émouvant, même quand je le raconte, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre précisément. Vous savez, le 7 octobre, on a attendu l'armée. Où était l'armée? On se demandait pendant plusieurs heures. Et lorsque les soldats de l'armée israélienne sont arrivés dans les kibbutzim de Niroz, de Nacholos, de Be'eri, et qu'ils sont arrivés devant les chambres blindées des rescapés, et ils ont dit nous sommes Tsahal, ouvrez-nous, nous sommes Tsahal. Et à l'intérieur, les kibbutzniks ont dit, très laïcisé, vous le savez, c'est pas une nouveauté de dire que les habitants du pourtour de la bande de Gaza étaient très laïques et c'était des partisans de la coexistence pacifique avec les Palestiniens. C'était eux qui allaient amener les enfants palestiniens
malades dans les hôpitaux israéliens pour les soigner. Ces rescapés des kibbutzim, lorsqu'ils entendent les soldats de Tsahal dire nous sommes Tsahal, ils disent non, vous pouvez nous mentir. Vous pouvez nous mentir parce que les terroristes, ils nous ont déjà menti, ils ont dit Tsahal, et on leur a pas ouvert. Et alors là, les soldats, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et alors, à ce moment-là, les kibbutzniks de retranchés, ils disent Shema Israël, c'est des Juifs. Et à travers tout cela, je crois que c'est symbolique. C'est-à-dire que il y a des gens qui étaient éloignés de leur identité juive. Ils pensaient d'une partie importante de leur identité. Ils l'ont retrouvé à travers les drames les massacres du 7 octobre. Ils ont compris que le Hamas n'était pas venu tuer des Israéliens, mais il était venu tuer des Juifs parce que Juifs. Et à partir de ce moment-là, il y a un retour qui se produit. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent comme ça. J'ai pas inventé ça. Il y a des gens qui disent il faut revenir vers une partie de notre identité que nous croyons plus nécessaire, plus indispensable dans l'identité israélienne que nous avions forgée. Eh bien aujourd'hui, c'est l'adversité qui nous ramène vers notre identité. Comment vous voyez, Daniel Haïk, l'après-guerre en Israël, le conflit d'avant le 7 octobre, le conflit interne, ne risque-t-il pas de ressurgir? On en parle beaucoup. Ou est-ce qu'il est définitivement, on passera à autre chose par la force des choses? Non, je crois qu'il va revenir le conflit interne, de conflit d'idées, avec tout de même un bémol, parce que ce qui s'est passé le 8 octobre a été la preuve que même dans la plus profonde des divisions, même dans la plus grande des fractures dans laquelle nous évoluions jusqu'au 7 octobre, eh bien, on pensait que c'était irréparable. Eh bien, on a vu le 8 octobre que c'était réparable. Là aussi, le symbole de la place de Dizengoff, dont je parle dans ce livre, le symbole de la place de Dizengoff, qui le 6 octobre, après la journée de Kippour, où on a vu des gens empêcher des Juifs de prier parce que c'était dans l'espace public, eh bien, et qu'on envisageait de faire des akafochniot, des cérémonies de Simchat Torah, le 7 au soir, on oublie ça, le 7 au soir sur la place de Dizengoff, avec ou non des séparations entre hommes et femmes, eh bien, le 8 octobre, tout cela a été balayé. Sur cette même place, il y avait des milliers et des milliers d'Israéliens, des laïcs, des religieux, des gens de gauche, de droite, de tous les horizons, qui faisaient des colis pour les soldats israéliens et pour les habitants du nord et du sud qui avaient été déplacés. Donc, il y a cette certitude que finalement, malgré toutes nos divisions, eh bien, il y a face à l'adversité, nous avons la capacité de nous réunir. Et ça, c'est quand même un petit peu plus rassurant. Quel peut être le rôle aussi, Daniel Haïk, on en parle beaucoup, de toute cette génération de soldats qui risquent encore leur vie pour défendre le pays, pour un idéal collectif. J'imagine c'est eux l'avenir aussi, qui vont avoir un rôle dans cette mutation important. Alors, c'est eux l'avenir, et c'est important de souligner que ce ne sont pas seulement les soldats du contingent, mais aussi les réservistes qui jouent un rôle extrêmement important, qui continuent à être mobilisés après plus de 200 ou 250 jours depuis le 7 octobre. Et je crois que eux sont porteurs d'un message que nous n'écoutons pas suffisamment et que nous, journalistes, et je m'englobe dans l'atmosphère en général, même bien que je la partage pas toujours, c'est-à-dire nous devrions entendre leur voix. Leur voix, c'est que quand ils quittent la bande de Gaza et qu'ils reviennent en Israël, à l'intérieur du territoire israélien, ils rentrent chez eux et qu'ils écoutent des informations, et bien ils disent mais vous êtes totalement à côté de la plaque. Vous ne comprenez pas de quoi. Ils disent, nous ensemble, dans notre unité, on ne parle pas politique. Mon frère de gauche et mon compagnon d'armes, lorsque nous rentrons dans une maison piégée du Hamas, eh bien, c'est lui qui me couvre. Donc, je lui fais entièrement confiance. Je lui confie ma vie. Donc, ça, c'est un sentiment que beaucoup de réservistes ont. Et que, dans l'absolu, dans un idéal assez peut-être un petit peu utopique, eh bien, je dirais que ce sont ces gens-là qui ont été imprégnés pendant cette année de combat, de bravoure, mais aussi d'unité, eh bien, soient capables d'aller
de prendre, on va dire, de prendre les rênes du pouvoir, de prendre des responsabilités. Il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire, mais j'espère qu'il y en aura qui le feront, qui remplaceront l'ensemble de la classe politique. Et je ne fais pas de distinction entre gauche et droite aujourd'hui. Je crois que cette classe politique, elle est devenue, elle s'est médiocrisée, si je peux dire comme ça, de par le système qui n'est pas un système particulièrement favorable de la Alors, proportionnelle. justement, vous êtes analyste politique. Pour terminer, comment est-ce que vous voyez la suite politique quand les choses se seront arrangées, quand il y aura eu des élections? Est-ce que vous Ouais. pensez que la mutation va être rapide? Ah non, je pense que l'habilitation, elle va pas être rapide, mais j'ose espérer qu'il y aura une nouvelle couche de leadership, de jeunes leaders, plus jeunes, qui viendront et qui feront passer, qui essaieront de faire passer un message de plus d'unité. Je voudrais peut-être, pour terminer, si vous me permettez, parce que c'est très important pour moi de le souligner, parce que je dis on est à la fois le peuple de l'éternité et le peuple de l'unité. On a dans l'ADN du peuple juif à la fois ce gène de l'unité, même si on a du mal à le concrétiser, et ce gène de l'éternité. Et je crois que quelque part, si on veut percevoir l'avenir, eh bien, il faut d'abord prendre une dimension, s'élever au-delà de l'histoire de tous les jours, parce que quand on suit ce qui se passe au jour le jour, c'est pas particulièrement encourageant. C'est vrai que c'est parfois déprimant. Mais si on prend tout cela dans une perspective historique, on comprend qu'on est dans une période extrêmement déterminante de l'histoire d'Israël, que je compare presque à la création de l'État d'Israël, certes, la guerre des 6 jours aussi, mais peut-être même à la dimension de Yochanan ben Zakkai au moment où la destruction du second temple, et il dit, lui, Yochanan ben Zakkai, au lieu de dire, je vais, quand Vespasien lui dit, qu'est-ce que je te donne comme gain pour m'avoir appelé empereur, il aurait pu dire, sauf Jérusalem. Non, il a compris que Jérusalem était perdue. Il a changé, il a bifurqué et il a donné naissance à l'école de Yavne qui a permis au peuple juif de tenir pendant 2000 ans. On est dans un de ces tournants, on va dire, à la fois dramatique et à la fois exaltant de l'histoire de l'État d'Israël. Et je crois et j'espère que pour que l'on passe ce tournant le mieux possible, on sache conserver le deuxième gène, le gène de l'unité. C'est une fille qui s'appelle Sapir Cohen, qui est une ancienne otage, qui est restée 50 jours dans les prisons du Hamas, qui raconte que dans une discussion qu'elle a eue avec un de ses ravisseurs, le ravisseur lui a dit comme ça, vous les Juifs, lorsque vous êtes unis, vous êtes invulnérables, mais lorsque vous êtes divisés, on peut vous casser. Et quand elle a entendu ça, cette fille, elle l'a raconté, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, elle a dit, si je sors vivante de Gaza, eh bien, je me consacrerai à œuvrer pour l'unité du peuple d'Israël. Alors, pour la petite histoire, c'est ce qu'elle fait exactement, elle parle tout le temps de ce message, et pour le bémol, on va dire, le rajout, eh bien, elle a décidé de respecter Shabbat depuis sa libération Donc, il y a cet élément de retour vers plus de pratiques religieuses. On n'est pas dans une théocratie, on est dans un État démocratique qui se cherche, qui est en pleine mutation. Et je le répète, ce sont nos ennemis qui nous ramènent vers notre identité. Alors, sur la période encore, parce que j'ai une toute dernière question, cette période, elle n'a pas encore de nom finalement. Bon, bien sûr, il y a le 7 octobre, le samedi rouge, hein, pour reprendre le titre de votre livre, mais c'est évidemment l'élément déclencheur. Ça ne décrit pas l'ensemble du processus. On ne sait donc pas a priori comment l'histoire va retenir, quel nom l'histoire va retenir. Il se trouve que le Premier ministre a proposé récemment le terme de guerre de renaissance, Atkouma. Est-ce que ça vous paraît convenir, cette idée de renaissance? C'est une des idées possibles. Moi, je dis toujours, on a raté le 7 octobre dernier un élément parce qu'on était traumatisé. Le 7 octobre, c'était Simchat Torah. Et Simchat Torah, c'est le jour où on passe dans la prière de Morid Atal, de faire tomber la talle, c'est-à-dire la rosée, à Mashiv Arwach ou Morid Ageshen. On ramène le vent et la pluie. C'est-à-dire, on se dirige vers l'automne et l'hiver. On termine l'été et on se dirige vers l'automne et l'hiver. C'est le premier jour où on fait cette prière-là. Et je me souviens, on l'a fait dans une atmosphère, l'année dernière, dans une atmosphère extrêmement douloureuse. Bien, je dirais que il y a ce Mashiv Arwach. Mashiv Arwach, c'est le retour du vent, en traduction littérale.
Mais vous le savez peut-être aussi, Antoine, c'est aussi le retour de l'esprit, le rouach, qui anime l'État d'Israël, qui a souvent animé l'État d'Israël. Il faut récupérer cet esprit. Il faut que l'on puisse il faut que l'on puisse ramener l'esprit et des pères fondateurs qui avaient leur immense mérite d'avoir combattu, d'avoir créé cet État d'Israël, et l'esprit du judaïsme qui a qui a conservé le peuple juif pendant 2000 ans en diaspora, rassembler ces deux esprits et en faire un esprit qui permette à l'État d'Israël de continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci Daniel Haïk, donc journaliste, analyste au quotidien de la vie politique israélienne, mais on l'a vu également en mesure de donner des grandes perspectives et de voir l'actualité de loin. C'est aussi, à mon avis, une qualité pour un journaliste comme vous. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, Samedi rouge, les survivants du massacre du 7 octobre 23 témoignent. Donc ce sont beaucoup de témoignages, mais aussi, comme on l'a vu, des analyses publiées aux éditions de l'Archipel, en collaboration, on peut dire, avec donc I24 News, où vous travaillez. Merci à tous pour votre attention. Merci Antoine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.